Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, l'objectif de cette session, c'est de présenter une architecture event-driven et serverless sur Google Cloud. On va expliquer pourquoi c'est compliqué on-premise de mettre en place ce type d'architecture. Et ensuite, on va aussi parler des différentes possibilités qu'on a on-prem et sur les différents cloud providers. Et on va utiliser ensuite une implémentation complète et from scratch sur Google Cloud. Et on va expliquer qu'avec GCP, on a pas mal de composants pour mettre en place ce type d'architecture. Alors, quelques mots sur moi. Moi, je m'appelle Mazloum Tosun. Je suis Google Developer Expert sur Google Cloud. Et je suis aussi Head of Data and Cloud chez GroupBiz. Alors, GroupBiz, c'est un groupement de freelance tech en France. On a une communauté tech avec des personnes, avec des talks et des formations. Et ensuite, on travaille chez les clients en France. Si vous avez des questions à propos de GroupBiz, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés après le talk. Je suis également actif sur les réseaux. J'ai une chaîne YouTube avec des contenus sur GCP, sur de la data, DevOps et des sujets divers. Je publie du code sur mon GitHub perso. Je publie également des articles sur Medium sur les mêmes sujets, GCP, data et autres. Et je suis assez actif sur LinkedIn et X. Je suis aussi un fan du PSG au passage. Voilà. Alors, ce qu'on va faire au départ, c'est qu'on va parler de l'architecture cible. Sans parler de cloud provider, sans parler de on-prem, voici ce qu'on veut mettre en place avec ce type d'architecture. Donc déjà, on va traiter de vraies données. Donc on va traiter les données de la Coupe du Monde du Qatar. Donc on a des données de statistiques de joueurs, on va appliquer des transformations métiers sur de la donnée brute. Ensuite, on va stocker les résultats dans une table. Donc l'architecture, les fichiers raw et bruts d'entrée, c'est du ND-JSON, donc c'est un objet JSON par ligne. Donc ce qu'on va faire au départ, c'est que ce fichier va être uploadé dans un object storage, donc en gros un espace où on peut stocker des objets ou des fichiers. Ensuite, en bas, on va avoir une event timeline. Donc, une fois que le fichier va être envoyé sur l'object storage, on va souhaiter trigger en event-driven et en temps réel un premier composant. Ce composant va appliquer des transformations depuis la donnée d'entrée vers de la donnée métier. On va écrire le résultat dans un autre object storage. On va retrigger en temps réel un second composant en Python qui, lui, va récupérer les classements FIFA par équipe et va les assigner à chaque équipe de la liste. Ensuite, on va stocker le résultat final, c'est-à-dire les données métiers avec les classements FIFA, on va les stocker dans un data warehouse. Et une fois stocké dans le data warehouse, encore une fois en event-driven, c'est-à-dire en temps réel, on déclenche un dernier composant. Ce composant sera écrit en Go et à la fin, on déplace les fichiers d'entrée et le fichier pour les données métiers, on va les déplacer dans un object storage final qui va être dédié à un stockage long terme. Donc, quel va être notre premier besoin? Notre objectif, ça va être de traiter les données le plus rapidement possible. Donc ça va être important parce que on va dire que les métiers de notre entreprise vont souhaiter avoir les données rapidement parce qu'ils vont nous dire, plus on va avoir les données rapidement, plus on va les stocker rapidement dans notre système en les ayant industrialisées auparavant, et plus on va pouvoir apporter de la valeur métier et pouvoir faire du marketing sur la donnée. C'est pour ça que j'ai mis que traiter la donnée rapidement, ça permet de réduire le time to market, d'apporter ces données rapidement dans notre système. Et grâce à ça, nos métiers peuvent exploiter la data plus facilement et apporter de la valeur de façon plus pertinente et gagner de l'argent, on va dire, de façon plus intéressante pour eux. Un autre élément, c'est que on va vouloir gérer le séquencement de nos différents composants. Les composants que je vous ai montrés auparavant, il va falloir gérer leur séquencement en event-driven. Donc ça fait partie de notre besoin. Alors, donc, la solution à ce besoin, c'est comme je l'ai dit, c'est de l'event-driven. Donc, l'event-driven, ça permet de traiter les données le plus rapidement possible. Et ce qui est intéressant avec ce type d'architecture, c'est que les différents composants sont autonomes et ne vont pas avoir une dépendance directe les uns avec les autres. Donc, chaque composant va être autonome et découplé et va réagir à des événements. Donc, c'est ça tout ce qui est architecture event-driven. Alors,
On-premise, on va avoir différents outils et solutions possibles. On va se poser des questions à quel outil choisir. Est-ce qu'on va choisir du Kafka, du RabbitMQ, du Apache Storm, du Camel, de l'Apache Flink, etc. Donc, on peut avoir différentes solutions et on va peut-être choisir celle qui correspond le mieux à nos besoins. Sur les cloud providers, on va peut-être avoir du Cloud PubSub en service managé de GCP ou de l'Amazon SQS sur AWS ou potentiellement de l'Azure Service Bus sur Azure, etc. Alors, quel est notre constat par rapport à ça? Bon, le constat, c'est qu'il y a beaucoup d'outils et de technos sur le marché, que ce soit on-prem ou sur le cloud. Et le constat, c'est que c'est pas facile de s'en sortir avec cette multitude d'offres parce que il va falloir faire de l'investigation, chercher la bonne techno, et c'est pas forcément évident. Alors, notre second besoin, en plus du fait de vouloir traiter les données rapidement, ça va être d'avoir l'infrastructure dans laquelle on va déployer nos composants. Donc, et on va dire que pour nous, l'infrastructure, c'est pas notre spécialité. Voilà. On n'est pas, on est plus développeur entre guillemets. Ça va être plus difficile pour nous de gérer une infrastructure entièrement nous-mêmes. Et on a envie d'être plus focalisé sur notre code, de développer le code et d'apporter de la valeur par le code et par le code métier, plutôt que de se préoccuper de l'infrastructure. Et pour ça, on peut choisir de l'infrastructure on-prem ou sur le cloud. Donc, on peut se dire qu'il y a Kubernetes qui est assez populaire sur le marché, qui est une solution complète pour gérer une infrastructure complète, ou d'utiliser des VM ou autres. Nous, ce qu'on va faire, plutôt que de gérer du Kube ou de la VM, on va apporter une solution en mode serverless. Alors, serverless, c'est une notion qui est proposée sur des cloud providers et ça permet d'exécuter du code sans avoir à se préoccuper de gérer une infrastructure. Donc, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de cluster, on n'a pas d'infra à gérer. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir être focus sur notre code et on va pouvoir être vraiment concentré sur ce qui a de la valeur métier. Voilà. Développer le code, appliquer les règles métiers, et on ne va pas perdre de temps sur l'infrastructure. Le truc, c'est comme on l'a vu auparavant, c'est qu'il y a beaucoup de solutions sur les différents cloud providers en serverless. Et nous, ce qu'on va tenter d'illustrer avec ce talk aujourd'hui, c'est une implémentation full event-driven et serverless from scratch sur Google Cloud. On va vous montrer qu'avec GCP, on a tout l'outillage nécessaire pour gérer ce type d'architecture. Et on va aller jusqu'à l'automatisation DevOps de nos composants sur le cloud. Et l'outil DevOps qui va être utilisé va être lui-même serverless. Donc ça, c'est intéressant. Donc on est vraiment serverless de A à Z, du développement jusqu'à l'automatisation DevOps. Donc on va présenter deux use cases ici, dans ce talk. Donc le premier use case qu'on va présenter, ça va être uniquement avec des services managés gérés nativement. Donc pour ça, on a un service qui s'appelle EventArc sur Google Cloud qui va permettre de gérer toute cette notion event-driven, de faire réagir des composants en mode temps réel. Et ça, EventArc va énormément nous faciliter les choses là-dessus. Et on va exécuter ce premier use case avec des Cloud Functions. Cloud Function, c'est une façon d'exécuter du code en serverless sur GCP en écrivant seulement le code et rien d'autre. Ensuite, on va montrer une seconde approche sur ce premier use case, c'est de remplacer les Cloud Functions par des services Cloud Run. Cloud Run, c'est l'équivalent des Cloud Functions, mais on va plus raisonner en termes de conteneurs, et pour ça, on va coder des images Docker, et on va se baser sur des conteneurs pour les déployer en serverless sur GCP. Dans notre use case, comme je l'ai montré, il y a de la donnée brute qui va arriver dans GCS, et il y a de la donnée finale qui va être stockée dans BigQuery. Les composants serverless vont être écrits en Python et en Go, parce qu'on a envie de montrer qu'avec ce type d'architecture, on peut varier de langage assez simplement si nécessaire. Et à la fin de ce use case, on va utiliser un outil de data visualisation qui s'appelle Looker Studio, qui va permettre de visualiser toutes nos règles métiers, tous nos KPI, toutes nos métriques. On va pouvoir les visualiser dans un dashboard proposé par un outil de GCP qui est Looker Studio. Second use case, on va montrer la même architecture, sauf qu'on va ajouter un orchestrateur en plus. Et alors, un orchestrateur, j'expliquerai ce que c'est exactement. C'est un outil qui va donner qui va avoir plus de puissance et donner plus de possibilités pour gérer le séquencement de nos tâches.
Donc, entre la première approche qui utilise que des services managés en mode « je réagis à un événement », là, on va faire réagir un workflow en event-driven, et c'est ce workflow qui va gérer le séquencement de nos tâches. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un switch et aller plus dans le premier schéma d'architecture. Alors, est-ce que vous voyez mon schéma? Oui, je pense que oui. Alors, le premier use case, comme je l'ai expliqué, donc on a la partie CI/CD sur la partie de gauche, et donc on va utiliser Cloud Build, qui est un outil qui permet de faire des déploiements DevOps en serverless sur GCP. Donc, Cloud Build est basé sur du YAML, et nous, on va faire des jobs manuels. Donc, au clic sur la console GCP ou en exécutant des lignes de commande, on va d'abord déployer toutes les Cloud Functions sur Google Cloud. Ensuite, on va déployer les services Cloud Run. Cloud Run étant basé sur Docker, on a besoin d'un repo sur le cloud pour héberger nos images Docker. Donc pour ça, il y a Artifact Registry sur GCP. Et Cloud Build se base sur un repository GitHub. Donc tout le code utilisé pour ces use cases est mis dans un repo GitHub, et Cloud Build va pouvoir réagir en fonction du code qui est sur un repo GitHub. Donc ça, c'est la partie déploiement DevOps. Et ensuite, sur la partie applicative. Alors, comme je l'ai expliqué, on a de la donnée brute, donc c'est les statistiques de joueurs pour la Coupe du Monde du Qatar. On va uploader les éléments dans un storage. Ensuite, on a alors, je vais utiliser le laser ici. Voilà. On va ensuite avoir cette timeline d'événements qui va dire, une fois que tu déposes le fichier ici, en event-driven, EventArc va déclencher un premier composant serverless. Donc d'abord, c'est uniquement des Cloud Functions, et ensuite, on va exécuter le use case avec des services Cloud Run. Donc EventArc va automatiquement, en service manager, une fois l'upload, va réagir et déclencher le composant serverless en Python. Ce composant va transformer les données brutes en appliquant des règles métiers sur la donnée. Ensuite, on stocke ça dans une seconde bucket. Ensuite, en event-driven, on déclenche ce second composant serverless, qui lui va ajouter les classements FIFA par équipe. Ensuite, pour finir, on écrit les données dans une table BigQuery. Donc elle contient toute la donnée calculée métier. Et ça déclenche en event-driven le dernier composant serverless qui, lui, va prendre le fichier brut d'entrée et ce fichier domain et va les stocker dans une bucket de stockage long terme qu'on appelle cold bucket et cold storage. À la fin du use case, on va utiliser un outil de data visualisation qui s'appelle Looker Studio, qui est encore un service proposé sur Google Cloud. Et là, on va visualiser toutes les métriques calculées. Donc, on va calculer les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, meilleurs dribbleurs, statistiques de gardiens et d'autres règles sur les éléments. Et tout ça, c'est des calculs qu'on fait par équipe. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais faire un petit saut dans le code pour vous montrer comment on écrit une Cloud Function dans GCP. Donc, j'ai préparé un projet ici. Et dans ce projet, j'ai deux répertoires principaux. Donc, j'ai Function et Service. Dans Function, j'y dépose toutes mes Cloud Functions. Ma Cloud Function, comme je l'ai expliqué, la première, elle est écrite en Python. Et pour ça, il y a une convention, c'est qu'on va avoir un répertoire root, ici, qui va contenir tout le code de notre Cloud Function en Python. En Python, on va avoir souvent besoin d'utiliser un gestionnaire de package, ou parce qu'on a besoin de packages open source depuis PyPy, qui est un gestionnaire de package public pour Python. Et on a besoin obligatoirement d'avoir Function Framework, parce que c'est ça derrière la scène qui va être utilisé pour coder nos Cloud Functions sur GCP. On a besoin du package BigQuery et Cloud Storage, parce qu'on lit GCS et on écrit dans BigQuery. Et on a d'autres packages open source Python qui sont proposés dans notre requirement TXT. Ensuite, on a un fichier qui s'appelle main.py. Donc, c'est le point d'entrée de notre code Python. Et ce main, en fait, il va avoir une convention. C'est qu'on va être obligé d'utiliser Function Framework. Et c'est Function Framework qui va permettre de dire, voici, là, on est en train de coder une Cloud Function. Et cette Cloud Function, elle va réagir à un événement. Et pour ça, on a Cloud Event. Donc, on écrit Function Framework et Cloud Event. Et grâce à ça, on a juste à coder une fonction Python classique, qui est notre point d'entrée. Ensuite, on va passer cet objet qui est géré par Google Cloud. Et grâce à cet objet, on va pouvoir récupérer les données de l'événement en cours. Et là, cette première Cloud Function, elle réagit à l'upload du fichier dans la bucket.
Donc moi, je vais pouvoir récupérer les données de la bucket en temps réel. Et grâce à ça, je vais avoir mon objet bucket et utiliser le client GCS proposé en Python pour GCP. Et je vais appliquer toutes mes règles métiers sur ma donnée ici. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des règles métiers, mais voilà, les règles métiers sont ici dans un fichier domain. Vous pourrez jeter un œil si vous le souhaitez, quoi. Mais voilà, il y a un peu de composition de transformation ici. Donc je reviens un peu sur, voilà, sur le main. Et à la fin, une fois que j'ai calculé mes données métiers, je vais les stocker dans une seconde bucket. Une fois que ça c'est fait, j'ai ma seconde Cloud Function en Python, même principe, Function Framework Cloud Event, on réagit à une bucket, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les classements FIFA par équipe, qui est un second fichier, on va les assigner à nos données, et on va utiliser le client Python BigQuery, et on va stocker la donnée finale dans une table BigQuery, et pour ça, on a ce qu'on appelle un load job avec BigQuery. Un aspect qui est assez intéressant sur le client Python BigQuery, la plupart du temps, quand on va faire des opérations avec ce client, on n'a pas une gestion d'erreur qui est assez simple à comprendre nativement. Donc, je recommande de faire un try-catch au moment où on va exécuter une insertion et un load job dans BigQuery, parce qu'on va pouvoir utiliser une exception qui s'appelle client error, et grâce à ça, on va pouvoir récupérer les détails des erreurs, et en cas de debug, ça va être beaucoup plus facile de comprendre. Donc, le try-catch, pour faire utiliser le client Python BigQuery et faire une insertion sur la table, c'est vraiment intéressant de le faire. Voilà, donc la dernière Cloud Function que j'ai expliqué, une fois qu'on a stocké dans BigQuery, on va prendre les fichiers d'entrée et on va les déplacer dans une bucket finale de stockage. Et pour ça, on va utiliser Go comme langage de programmation pour vous montrer que on peut varier de langage très simplement. Et là, la syntaxe avec Go, elle est très simple également. On a une fonction init avec un objet Cloud Event. On lui donne le point d'entrée ici, et ça va taper sur cette méthode. On a accès à un objet contexte et event. Grâce à ça, on va pouvoir récupérer... Bon, là, on prépare un peu de data, pas forcément élégant ici, mais c'est plus pour l'exemple. Et un détail qui est très important, dans Google Cloud, avec Event Arc, on peut réagir nativement aux uploads de GCS, de Cloud Storage. Par contre, sur BigQuery, ce n'est pas natif. Et sur BigQuery, si on veut faire réagir en event-driven des insertions dans BigQuery et réagir après l'insertion dans BigQuery, on va utiliser une notion dans GCP qui s'appelle audit log. Audit log, c'est quelque chose qui est activé par défaut sur BigQuery. Ça log toutes les actions qu'on fait dans BigQuery dans Cloud Login. Et nous, on va pouvoir réagir à des events sur audit log. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble audit log. Audit log, c'est un payload qui est générique. Donc, on a ce payload-là. Et en fait, audit log, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va nous donner la table concernée par l'ingestion en cours. Et elle va nous dire s'il y a au moins eu une ingestion dans la table. Donc ça, c'est intéressant. Et voilà, donc elle donne les datasets, BigQuery, les tables et ainsi de suite. Donc nous, dans notre code Go, on va modéliser une structure audit log entry. Et grâce à ça, on va pouvoir récupérer les données du dataset et de la table en cours. Et on va dire que si l'insertion concerne la table BigQuery qu'on attend et qu'il y a au moins eu une insertion dans la table, on va pouvoir trigger en event-driven et processer le code. Et pour ça, on utilise le client Go ici, qui lui va permettre de faire un copier et ensuite un delete. Il n'y a pas un truc qui permet de faire un move directement, donc on fait d'abord copier, ensuite delete, et grâce à ça, on va déplacer les fichiers qu'on souhaite dans la bucket de stockage finale. Donc là, on a une méthode moveFile, et on applique moveFile pour le fichier brut, et ensuite le moveFile pour le fichier contenant les données métiers. Donc là, on est bon. Je vais vous montrer ensuite comment on peut déployer cette Cloud Function sur Google Cloud. Donc, on a une ligne de commande avec la CLI de Gcloud, de Google Cloud, qui s'appelle Gcloud. Et grâce à une ligne de commande très simple, on va pouvoir faire Gcloud Function Deploy. On va donner un nom pour notre Cloud Function.
On va dire que c'est de la génération 2 parce que j'expliquerai tout à l'heure. On avait une première génération de Cloud Function et on en a une deuxième et même une troisième maintenant. J'expliquerai après. On dit que notre Cloud Function, le runtime, c'est du Python parce que la première Cloud Function est codée en Python. On donne le root folder de notre Cloud Function que j'ai montré tout à l'heure qui est row to domain. On donne également l'entry point qui est la méthode que j'ai montrée tout à l'heure ici. Donc, elle est là. On donne un service account parce que dans Google Cloud, on va avoir besoin de donner des services account avec les permissions nécessaires pour effectuer les actions sur GCP. Donc là, lire de GCS et écrire dans BigQuery. Donc le service account doit avoir les permissions nécessaires pour faire ça. Et on va gérer ce qu'on appelle le trigger avec Event Arc. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en une ligne de commande, on déploie la Cloud Function et on gère ce qu'on appelle le trigger avec Event Arc. Donc pour Event Arc, on a des filtres qui sont proposés nativement dans Google Cloud. Donc là, on dit, une fois que le fichier a été uploadé dans la bucket, dans cette bucket, on déclenche en event-driven cette Cloud Function. Donc c'est comme ça que ça marche. C'est grâce à Trigger Event Filter. Donc là, on est bon. La seconde Cloud Function, elle est gérée de la même façon. Donc c'est pas trop la peine... Ah non, quoique, désolé. Je suis pas dans la bonne. Voilà. La deuxième, elle a un principe similaire, donc c'est une seconde bucket avec le même principe. Mais la dernière Cloud Function, elle va réagir à une insertion dans BigQuery. Et dans ce cas-là, comme je l'ai expliqué, c'est pas natif. Donc on va utiliser AuditLog. Et on va dire que dans AuditLog, le service concerné, c'est BigQuery. Et on fait de l'insert job. Donc c'est dès qu'on fait de l'insertion dans BigQuery, on trigger cette Cloud Function. Et cette Cloud Function va ensuite appliquer les filtres sur AuditLog pour traiter ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire copier les fichiers dans la bucket de stockage. Donc là, on est bon. On a montré les différents scripts. Et ensuite, ce que j'ai expliqué, c'est qu'on utilise Cloud Build comme outil serverless pour déployer nos différents éléments sur le cloud. Cloud Build a une syntaxe assez simple. Donc, c'est basé sur du YAML et c'est basé sur des images Docker. Donc là, on a un premier step qui prend l'image Docker depuis le SDK de Google Cloud. Ça nous donne accès aux commandes gcloud. Donc, grâce à ça, on va avoir accès aux différentes commandes gcloud et on va pouvoir invoquer les scripts bash que je vous ai montrés qui vont permettre de déployer les Cloud Functions sur GCP. Donc, là, on est bon. Donc, j'ai montré les différents éléments. Donc, ce que je vais faire, c'est que il y a un petit truc que je ne vous ai pas montré, désolé. La nature de la donnée, rapidement. Alors, là, j'ai les données brutes pour la France. Les données brutes pour la France, c'est... donc, j'ai des données qui sont aplaties. Donc là, j'ai Hugo Lloris, Alphonse Areola, Steve Mandanda. Donc, j'ai les statistiques de joueurs qui sont aplaties. Ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que les calculs que fait tout ce programme Event-Driven et Serverless, il va appliquer un groupe by par équipe, et ensuite, il va calculer le nombre de buts total par équipe, il va récupérer les classements FIFA, et ensuite, il va calculer tous les meilleurs buteurs par équipe, les meilleurs passeurs, les meilleurs dribbleurs, les statistiques de gardiens, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'était pour vous remontrer un peu un échantillon de la donnée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit setup script ici, qui va me permettre, avec une commande JS utile, encore avec la CLI de gcloud, je vais prendre le fichier brut et je vais le copier dans la bucket d'entrée. Et normalement, ça va trigger toute mon architecture en event-driven. Aussi un détail, j'ai une ligne de commande qui permet d'exécuter le Cloud Build, enfin, qui va permettre de déployer toutes les Cloud Functions. Donc la ligne de commande, elle est là, c'est gcloud build submit. On pointe vers le fichier YAML, on lui passe des arguments, et derrière, on peut déployer toutes nos Cloud Functions sur le cloud. Pour gagner du temps, je ne vais pas l'exécuter parce qu'on va perdre quelques minutes, mais je vais directement passer à l'upload. Donc, je vais aller dans ma session shell, je vais la zoomer un peu, et là, dans mon projet dédié, je vais invoquer mon script qui va permettre de déployer, de uploader mon fichier brut vers la bucket d'entrée. Donc là, c'est bon, il me dit qu'il a fait l'upload. Je vais aller faire un petit saut dans Google Cloud et on va aller dans l'écran des Cloud Functions. Donc, on a un menu dédié dans GCP qui s'appelle Cloud Run Functions.
Et en fait, on va regarder les logs de nos Cloud Functions. Donc là, on a toute la liste. Donc là, on a row to domain, donc c'est la première Cloud Function. Elle a été exécutée en event-driven, normalement. Donc là, on a accès aux détails de la Cloud Function, et les logs nous disent ici que on a bien transformé les données brutes en domaine. Donc là, cette première fonction, elle a fait son travail, elle s'est déclenchée en event-driven. Ensuite, on va aller voir la seconde, qui s'appelle Add FIFA Ranking per Team. Donc, on ajoute les classements FIFA par équipe. On va dans les logs et on va aller voir un peu ce qui s'y passe. Et normalement, celle-ci, elle s'est exécutée également. Donc là, on nous dit que c'est bon. Donc, la donnée, elle a été chargée dans BigQuery. Donc là, on est bon. Dernière Cloud Function, on va aller faire un petit saut ici. Donc, c'est celle qui copie les fichiers vers la bucket de stockage. Elle est codée en Go. Donc, on va dans les logs, on va voir ce qui se passe. Et là, on a des logs qui nous indiquent que ça a l'air d'être bon, quoi. La logique, elle est invoquée, donc on est bon. Donc là, on a exécuté notre première architecture event-driven et serverless. Donc ça, c'est très bien. On va aller voir les résultats dans notre table BigQuery. Donc là, j'ai une table qui s'appelle World Cup Team Stat. Alors, je vais aller faire un petit tour dans mon dataset BigQuery. Et normalement, j'ai cette table-là, voilà. Et cette table-là, je vais la rafraîchir et je vais faire Preview. Donc là, on voit qu'on a bien les données qu'on souhaitait. Donc, on a bien stocké les données. Donc là, on est très bien. Good. Donc maintenant, on a montré les Cloud Functions. On va aller rapidement montrer l'équivalent avec Cloud Run. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace les Cloud Functions par des services Cloud Run. Et pour Cloud Run, comme je vous l'ai expliqué, la convention, c'est que c'est basé sur du conteneur. Et là, en l'occurrence, on utilise Docker dans ces exemples. Donc là, comme pour les Cloud Functions, on a une convention. Donc on a un root folder, pardon. Et dans ce root folder, on va avoir un Dockerfile. Et le Dockerfile, ça va être le point d'entrée pour coder une application et un composant serverless avec Cloud Run. Donc là, on a des trucs similaires à la Cloud Function. On a le requirement TXT avec les mêmes packages nécessaires. Sauf que pour Cloud Run, on va avoir besoin d'apporter un serveur HTTP pour répondre à des requêtes HTTP. Donc, parce que moi, j'ai choisi de faire ça avec des services Cloud Run. Et les services Cloud Run, ça répond à des requêtes HTTP. Et pour ça, on va utiliser FastAPI et UVcorn avec Python. Et c'est ça qui va nous permettre de répondre avec une API et de répondre avec des requêtes HTTP. Donc, le Dockerfile, il est assez simple. On va copier le fichier requirement.txt dans le conteneur. On va installer les packages Python dans le conteneur. Ensuite, on va copier nos services Cloud Run dans le conteneur. Et on a une syntaxe pour dire que FastAPI, ça marche avec une UVcorn. Et là, on a une syntaxe dans le conteneur, dans l'image Docker, c'est de pointer vers le main et le point d'entrée de l'application Python. Donc pour ça, on part du répertoire root, on fait point le sous-répertoire, point le main et point app. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble dans le main. Donc là, on a FastAPI. Donc on a le package FastAPI. Donc FastAPI, c'est intéressant parce que la plupart des exemples que vous allez trouver sur Internet, ça utilise Flask, donc avec un seul fichier Python. Moi, je trouve que FastAPI est plus intéressant que Flask parce qu'il ramène un Swagger prêt à l'emploi. Il y a plus de support pour faire des appels asynchrones en Python. Et franchement, c'est intéressant parce que ça utilise aussi du pas identique par défaut. Et donc, on a plus de robustesse dans notre code Python quand on veut récupérer les objets request. Et on a plus de robustesse nativement dans notre code Python. Donc là, on utilise l'objet FastAPI. Et dans le main, on va utiliser uvcorn.run. On va lui passer l'objet app. Et on va être bon. Donc là, on gère le uvcorn et le FastAPI. Pour le reste, la logique est similaire, hein, sauf qu'avec Cloud Run, on aura une autre façon avec FastAPI de récupérer les données de la bucket. Mais la syntaxe est ici, mais le principe est le même. Donc voilà. Donc, je ne vais pas montrer le second service Cloud Run parce que c'est le même. Et pour Python, je vais quand même montrer le dernier service Cloud Run parce que en Cloud Function, je l'avais codé en Go et en Cloud Run, je le code en Python pour montrer comment on fait du audit log avec
avec du Fast API. C'était intéressant pour moi de montrer ça à la communauté. Et pour ça, bon, là, on a un principe similaire. Donc, on passe la request. On peut récupérer la request body avec cette syntaxe de code. Et grâce à ça, bah, on est bon. On récupère les données d'audit log ici avec le dataset et la table concernée. Et grâce à ça, on peut invoquer notre logique. Donc, on est bon. On a montré les services Cloud Run. Et je vais montrer quand même les lignes de commande script ici. Et voilà. Donc là, on est sur Cloud Run Service. Alors, pour vous montrer comment ça se passe en Cloud Run. En Cloud Function, on le faisait en une seule commande. On faisait gcloud function deploy. Pour déployer un service Cloud Run, on va d'abord faire une première ligne de commande gcloud qui s'appelle gcloud run deploy. On lui donne le nom du service et surtout, ce qui est très important, c'est qu'on va devoir pointer vers l'image Docker qui a été préparée, buildée et publiée précédemment dans Artifact Registry. Ici, on dit que notre service est sécurisé et n'est pas public sur Internet, donc on a besoin d'être authentifié pour y accéder. On peut lui passer des variables d'environnement si nécessaire. Et pour gérer la partie Event Arc avec Cloud Run, c'est un peu différent, parce que là, on doit le faire en deux lignes de commande, et pour ça, on va faire gcloud Event Arc Trigger. On va lui passer le nom du trigger, et le service destination, bah, c'est le service Cloud Run précédemment. Et dans Event Filter, bah, on va passer les mêmes filters que pour la Cloud Function. Donc là, on est bon. Je vais juste vous montrer la dernière, là, rapidement. Donc, en deux commandes, on gère la notion de, normalement, de audit log. Alors, c'est celle-là. Voilà. On gère le audit log un peu de la même façon avec Cloud Run. Donc là, on est bon. Je reviens ici dans Service. Donc, pour déployer les Cloud Run Services, on doit initialement récupérer, pointer vers les images Docker, et ensuite, on va les builder et les publier dans Artifact Registry, comme je l'avais montré dans le schéma. Donc, en publiant les images Docker, on va pouvoir ensuite exécuter les commandes gcloud de Cloud Build qui pointent vers les images Docker depuis le repo Artifact Registry. Donc là, on est bon. Donc, la ligne de commande dans le README, bah, c'est pour exécuter la CI/CD avec Cloud Build pour les services Cloud Run, bah, c'est la même. Donc, on a gcloud build submit, on pointe vers le YAML concerné, on passe des paramètres et on est bon. Bah, comme pour les Cloud Functions, bah, pour gagner du temps, je ne vais pas relancer le déploiement, mais je vais directement faire l'upload du fichier. Donc là, j'ai un autre fichier, une autre bucket pour les services Cloud Run. Cloud Run Service, voilà. Donc là, j'exécute l'upload. Ensuite, j'allais faire un saut dans Google Cloud. Et là, j'ai une page dédiée à Cloud Run. Donc Cloud Run, et dans Cloud Run, j'ai les services et les jobs. Donc les jobs, on ne va pas en parler ici, mais les services, comme je l'ai expliqué, ça répond à des requêtes HTTP. Les jobs, c'est plus pour faire des crons et d'exécuter des jobs sans notion d'appel HTTP. Donc là, je vais enlever ce petit filtre, et on va aller voir les logs des services Cloud Run. Donc mon premier service, c'est la transformation de row to domain. Donc, pareil que pour la Cloud Function, je peux accéder aux logs. Et normalement, les logs vont me dire qu'on a bien fait notre transformation comme souhaité. Donc là, on a bien fait la transformation. Donc, je vais proposer la deuxième pour vous montrer que normalement, ça a fonctionné. Donc, c'est le add FIFA ranking, il est là. Toc. Et on va aller dans log ici, et on va voir que normalement, les classements FIFA ont fonctionné et qu'on stocke les résultats dans BigQuery. Donc là, c'est bon. On a bien la log qui dit que ça a été chargé dans BigQuery. Et on va aller le dernier service Cloud Run qui est Move Process File, ce qui déplace vers la bucket de stockage froide. Et là, normalement, on est bon. On n'a pas d'erreur, donc on est OK. Je vais aller refaire un petit refresh ici dans la table. Bon, j'aurais dû la vider avant, mais bon. En l'occurrence, c'est pas grave, là, il m'a bien chargé la donnée comme souhaité, enfin, il m'a cumulé de la donnée normalement. Donc là, on est bon. On a montré la partie Cloud Run. Ce que je vais faire en bonus maintenant, c'est vous montrer le second use case ici. Alors, comme je l'ai expliqué, le second diagramme, on va ajouter un orchestrateur. Parce que dans le premier diagramme, chaque composant est en mode écoute et réagit en fonction d'événements. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ce composant en plus qui s'appelle Workflow. Et Workflow, c'est un outil sur GCP qui permet d'exécuter des workflows et de faire de l'orchestration en serverless.
Là, on va avoir un principe similaire, c'est que nos services Cloud Run et nos Cloud Functions vont être développés dans les mêmes langages, Python, Go, sauf que là, au lieu que ces composants se mettent en écoute sur des événements, ils vont être codés en HTTP et c'est Cloud Workflow qui va invoquer en call API ces Cloud Functions et ces services Cloud Run. Donc, le chef d'orchestre ici, ça va être Workflow. Donc, avec Cloud Build, on va tout déployer. On va déployer les services Cloud Run, les Cloud Functions et le Workflow. Pour le diagramme, il ressemble beaucoup à ce qu'on a montré tout à l'heure. Donc, on a de la donnée brute, on l'upload dans la bucket, et Event Arc va trigger en Event Driven le workflow. Donc là, c'est le workflow qu'on trigger, et ensuite, c'est le workflow qui a la responsabilité d'orchestrer toutes les tâches. Donc, le workflow, il va trigger la Cloud Function. Ensuite, une fois que c'est terminé, il va trigger la deuxième, et ça va aller dans BigQuery, et on va trigger la troisième, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le second use case. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, le workflow. Le point d'entrée de workflow, c'est du YAML. Donc, c'est basé sur du YAML. Donc, workflow, c'est très lightweight, et c'est serverless également. Et workflow, c'est basé que sur des calls API. Donc, on va avoir des étapes dans workflow. Donc là, on a une première étape qui va faire une requête POST vers la Cloud Function. Et pour ça, on va gérer de l'authentification. Donc, c'est workflow qui va gérer ça pour nous, qui va dire, bah, moi, je suis déployé en serverless sur GCP, et moi, si mon service account, il a les droits d'exécuter la Cloud Function, bah, il n'y a pas de problème, je peux m'authentifier en OIDC sur la Cloud Function. Donc, très simple. On fait juste un appel vers l'URL de la Cloud Function. L'URL, elle est récupérable depuis le détail de la Cloud Function. Donc là, on est bon. Et ensuite, Workflow va gérer cette notion d'attente. Il va dire, une fois que la première Cloud Function est finie, je trigger la deuxième, et une fois que la deuxième est finie, je trigger la troisième, et je vous retourne un résultat. Donc, c'est très simple à faire, et ça se déploie en ligne de commande chez Cloud ou avec du code Terraform. Donc, moi, j'ai choisi Terraform ici, donc je vais vous montrer comment le faire en Terraform, en mode industrialisé. Pour les services Cloud Run, bah, le principe est le même. Hein. Donc, on a une URL HTTP pour notre service Cloud Run en mode POST, et on peut les chaîner avec Cloud Workflows. Donc là, le code Terraform, il est assez simple. On va avoir des variables avec Terraform. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Terraform, Terraform, c'est un outil d'infra as code. C'est un outil qui permet d'automatiser la création de l'infrastructure sur un cloud, par exemple. Et au lieu de le faire manuellement en clic-bouton sur la console, on va pouvoir passer par un DSL et un langage qui s'appelle HCL pour envoyer et provisionner l'infra sur le cloud. Donc, on a des notions de variables avec Terraform. On a aussi des variables locales. Donc là, bah, je prépare de la configuration pour mon workflow, hein, parce que j'ai préparé de la petite configuration JSON élégante pour mon code Terraform. Donc, j'ai le nom du workflow, sa description, le chemin en YAML du workflow et le nom du trigger et la bucket concernée. Donc là, je les charge dans locals grâce à JSON Decode. Donc ça, c'est très simple avec Terraform. Et ensuite, Terraform, lui, va avoir un fichier principal. Et pour ça, bah, il y a des notions de ressources. Donc là, j'ai une première ressource Terraform qui va permettre de créer le workflow. Et pour ça, il faut que je récupère le contenu du workflow YAML en string. Et dans Terraform, j'ai un opérateur qui s'appelle file pour ça. Et file va me permettre de charger le YAML ici en string et de le passer à source content. Ensuite, j'ai une seconde ressource Terraform qui va gérer le trigger avec Event Arc. Le trigger qui va dire bah, le workflow, de quelle façon va être trigger le workflow, bah, il va être trigger dès qu'on upload le fichier dans la bucket. Voilà. C'est ça le trigger avec Event Arc. On a une notion de dépendance avec Terraform pour dire bah, d'abord, je veux que tu me crées cette ressource et ensuite celle-là. Donc, on a depends on. Donc, grâce à ça, bah, on est sûr que les ressources sont créées dans le bon ordre. Ensuite, bah, là, on récupère le nom du trigger. Et là, on va passer dans le même principe que dans les commandes gcloud. On va dire, bah, une fois que le fichier est uploadé dans cette bucket, bah, vous allez me trigger ce workflow. Et voilà. Donc là, on est bon. Et le trigger, lui, doit pointer vers le workflow. Et avec Terraform, on peut le faire pointer vers l'objet précédent. Donc là, on est bon. Ce code Terraform, on va l'exécuter rapidement. Et juste pour vous montrer la différence des Cloud Functions ici versus le premier use case, c'est que bah là, alors là, je suis sur les services, désolé.
je vais plutôt montrer les functions au départ. Alors, elles sont là. Et en fait, là, au lieu de faire une Cloud Function qui se met en mode écoute avec Cloud Event, on va faire function framework.http. Donc là, c'est une requête HTTP qui va invoquer cette Cloud Function. Donc workflow en requête HTTP et call API va invoquer ça. Donc là, on est bon. Très bien. Et pour le service Cloud Run, on est sur un principe un peu similaire. Alors, je vous montre juste une seule, histoire de. Elle est là. Et là, pareil, hein, on est sur un HTTP post de façon classique. Et ça va être trigger par le workflow. Idem que pour le use case précédent, on a du Cloud Build qui va déployer les Cloud Functions en HTTP et les services Cloud Run en HTTP. Et on a un petit Cloud Build qui va exécuter le code Terraform. Donc là, TerraGrun, c'était pas obligatoire, c'est un wrapper sur Terraform. Et grâce à ça, on va appliquer des commandes pour exécuter notre petit module Terraform. Pour ça, dans mon README, je vais vous montrer rapidement. Dans mon README, j'ai une petite ligne de commande qui va invoquer mon code Terraform. Alors, normalement, il est là. Terraform, alors, pardon. Voilà, Terraform Apply. Et ensuite, on va déployer. Donc ça va déployer le workflow sur Google Cloud. Oh. Ah oui, je ne suis pas dans le bon projet. Alors, c'est ce projet-là qui s'appelle Workflows. Alors, ça me nécessite une petite authentification. Voilà. Donc ça, le temps que ça me déploie le code Terraform, moi, je vais vous montrer à quoi ressemble le workflow sur Google Cloud. Donc, ici, j'ai un écran principal pour Cloud Workflows sur GCP. Ça me liste tous les workflows que j'ai déployés. Et là, j'ai le workflow pour les Cloud Functions, pour la Coupe du Monde du Qatar, et aussi pour les services Cloud Run. Donc là, je vous montre à quoi ressemble l'écran du workflow. Donc, on a une liste d'exécution, on y accède. Et là, on a accès au graphe de notre workflow. Donc, le graphe, c'est un DAG. Donc, il est là, le DAG. Et ce qui est bien, c'est que on voit tous les steps de notre workflow et on voit l'input et l'output de notre workflow. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On peut aussi accéder au log de notre workflow. Donc là, on est vraiment bien. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais upload le use case pour les Cloud Functions avec Workflows. Donc là, j'upload mon fichier RAW dans la bucket dédiée. Et ce que ça va faire, c'est que ça va me... Voilà. Donc là, ça montre que j'ai un workflow qui est en cours d'exécution. Il est là. Je rentre à l'intérieur. Et là, on voit que mes étapes, donc c'est assez rapide, les étapes sont déjà terminées. Donc là, on est bon. On a déjà fini. Notre workflow est terminé. Donc, il a géré ce qu'il faut. Il y a les logs ici associés. Donc, le workflow a fait son travail. Et il a trigger les Cloud Functions. Je ne vais pas réexécuter le workflow avec les services Cloud Run parce que ce n'est pas la peine, c'est le même principe. Je vais aller vous montrer la table concernée. Donc là, j'ai une seconde table pour les workflows. Je vais faire Open in New Tab. Et je vais recharger ça, comme ça. Je fais un petit dézoom. Et dans Preview, donc on voit qu'on a bien la donnée qui est chargée pour notre table dédiée au workflow. Donc ça, on est parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que tous mes use cases ont été calculés, je vais vous montrer un dashboard qui va montrer tous les KPI pour nos données. Donc là, c'est Looker Studio, qui est un service proposé sur GCP. Donc là, on a un premier dashboard qui montre les meilleurs buteurs par équipe. Donc là, on a Kylian Mbappé, Lionel Messi, et ainsi de suite. Donc c'est eux les meilleurs buteurs. Là, j'ai une autre vue des meilleurs buteurs, avec une couleur par pays. Donc là, j'ai Mbappé qui a 16 buts pour la France. J'ai Lionel Messi qui a 14 buts pour l'Argentine. J'ai la même chose pour les meilleurs passeurs avec Lionel Messi, Ivan Perisic, Harry Kane et ainsi de suite. Les joueurs qui ont le plus joué, Luka Modric, Lovro Majeur et ainsi de suite. Ceux qui ont gagné le plus de duels, Marcus Thuram de l'équipe de France. Le plus d'interceptions, Serge Gnabry de l'Allemagne. Les tacles réussis, les statistiques de gardiens. Donc voilà, sur un tableau. On ne va pas trop rester là-dessus, c'est pas trop la peine. Et des statistiques des gardiens qui ont fait le plus de taux de clean sheet. Voilà. Donc là, et après, il y a deux autres tableaux qui sont un peu facultatifs, mais ça vous montre qu'avec Looker Studio, on plug Looker Studio sur une table BigQuery, et ensuite, avec une syntaxe très simple, avec des éléments, on peut ramener des éléments graphiques, faire des agrégations et tout ça, et donc Looker Studio est assez simple. Donc là, on a fini le use case. Je vais juste aller finir les slides pour vous donner quelques éléments. Alors, donc ce qu'on a vu, c'est que les avantages de l'event driven, c'est que les designs sont basés sur des événements et qu'on peut traiter les données rapidement avec une latence faible.
Les composants sont autonomes et découplés, donc ça, c'est intéressant. Les inconvénients de l'event-driven, c'est qu'on n'a pas une vue centralisée, même si on se dit que c'est un avantage initialement avec des architectures complexes, ben, on n'a pas une vision centralisée de nos interactions et de nos logs, donc c'est pas forcément simple quand on a des architectures compliquées. Et quand on fait des architectures event-driven nativement, comme je l'ai montré dans le premier use case, il faut penser au rejeu, il faut penser à la gestion d'erreurs. Et si parfois on a des éléments en erreur, bah, il faut pouvoir bien catcher les éléments et que notre système soit pensé pour du rejeu et du rejeu d'éléments en erreur. Il y a aussi un élément, c'est que nativement, c'est plus difficile d'exécuter des tâches en parallèle nativement. Voilà. Ensuite, on a montré qu'avec Cloud Workflows, en ajoutant ce petit composant d'orchestrateur serverless, bah, c'est intéressant parce que dans notre architecture, on a ajouté un orchestrateur. Et cet orchestrateur, lui, a plus de puissance pour exécuter, orchestrer nos tâches et gérer le séquencement de nos tâches. Et Workflows, lui, peut exécuter des tâches en parallèle. Et en plus, c'est un outil qui est serverless, c'est facilement déployable sur GCP en mode Call API en plus. Donc, c'est assez lightweight. Le serverless, les avantages, c'est que on n'a pas d'infra, de serveur ou de cluster à gérer. On peut être focus sur notre code métier directement et sur ce qui a de la valeur pour nos business. GCP facilite l'utilisation de composants serverless. On a les Cloud Functions, on a les services Cloud Run, on a Cloud Workflows, on a Cloud Build, donc on a quand même plein de choses pour exécuter en serverless, donc ça c'est hyper intéressant. Et ce type d'architecture propose des coûts intéressants parce que la facturation se fait seulement si on traite des données. Donc là, le coût est intéressant, donc on n'a pas un cluster qui tourne tout le temps, qui facture tant que ça vit, ça facture. Non, là, c'est vraiment à l'utilisation. Donc, les inconvénients du serverless, c'est que parfois, ça peut mettre du temps à se mettre en route parce qu'il y a le temps du cold start. Et parfois, le cold start, c'est ce qui permet de démarrer parce qu'un composant serverless se monte à la volée et le cold start, c'est ce qui c'est le temps de démarrage du composant serverless. Et parfois, pour certains services, on va essayer de minimiser le temps du cold start. Voilà. C'est important de l'avoir à l'esprit. Aussi, un aspect, c'est que c'est pas adapté à tous les use cases de serverless. Parfois, il y a des outils qui s'installent vraiment en cluster. Un GitLab, un Airflow, c'est un peu dur de les faire tourner en serverless. Donc, cela, on va plus les faire tourner en cluster, par exemple. Un truc dont je voulais parler, les Cloud Functions ont eu un cycle de vie. D'abord, on a eu les Cloud Functions V1, ensuite les Cloud Functions V2, et maintenant, Cloud Function devient Cloud Run Function. On pourrait penser que c'est un renommage marketing, mais ce n'est pas le cas. C'est que Cloud Function rentre intégralement dans Cloud Run et les Cloud Functions sont exécutés intégralement avec Cloud Run derrière la scène. Les avantages de ça, c'est que les dernières nouveautés de Cloud Run sont maintenant disponibles et possibles pour les Cloud Functions, pour les Cloud Run Functions. Et par exemple, les Cloud Run Jobs peuvent durer jusqu'à 24 heures. Et grâce à ça, les Cloud Functions peuvent aussi durer 24 heures. Il y a aussi des notions de sécurité de VPC ou autres qui sont maintenant disponibles pour les Cloud Functions. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ça rend le projet Cloud Function plus puissant. Aussi, un aspect, c'est que tous les langages qui sont supportés en conteneur sont maintenant possibles avec Cloud Function. Un petit tableau comparatif entre Cloud Function et Cloud Run. Donc ça, c'est une image que j'ai récupérée sur Internet. J'ai juste changé le multi-endpoint parce que Cloud Function, avant, c'était single endpoint, mais depuis les Cloud Run Function, c'est devenu multi-endpoint. La différence, c'est qu'une Cloud Function, on va juste se préoccuper d'écrire le code. On ne va pas se préoccuper de gérer du conteneur ou de gérer de l'image Docker. On va juste coder notre code et ensuite, on va avoir plus de management de la part du cloud provider. Les Cloud Run, donc on a moins de management, mais par contre, on a plus de flexibilité parce qu'on peut choisir son runtime, son web server, et on a plus de flexibilité parce qu'on peut vraiment choisir tout ce qu'on veut. Ici, c'est plus Function Framework qu'il faut choisir pour le web server. Voilà. Donc, en conclusion, on a vu que ce n'était pas évident de mettre en place ce type d'architecture on-premise parce qu'il y a une multitude d'offres et également sur les différents cloud providers. On a implémenté une architecture event-driven et serverless sur GCP. On a pu montrer qu'avec tous les services qui sont proposés sur ce cloud, c'est assez simple à mettre en place. Donc, il y a tout ce qu'il faut, Cloud Run, comme je l'ai expliqué, Cloud Function et ainsi de suite. On peut switcher de langage si nécessaire avec ce type d'architecture pour une raison X ou Y si on souhaite le faire. Et on a démontré ça avec un use case qui est real world, avec des vraies données. On est allé du début jusqu'à la fin, jusqu'à la visualisation. Voilà. Donc, les projets sont hostés sur mon compte GitHub.
Donc, j'ai 2 projets. Le premier use case, qu'avec des composants natifs, et le second avec l'orchestrateur Workflows. Donc, on vous partagera les slides, vous pourrez accéder au projet, vous pouvez cloner les repos, travailler de votre côté, regarder le code, et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions.